Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, et parfois des représentations de l'histoire à l'écran. Aujourd'hui, en effet, nous allons parler de la série Shogun, récemment diffusée en France sur Disney+. Et pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Alexandre Jublin, mon camarade podcasteur avec qui nous réalisons l'émission Le Fil de l'Épée, un vendredi sur deux dans le podcast Le Collimateur. Bonjour Alexandre, merci de rejoindre Parole d'Histoire. Merci beaucoup André de m'accueillir pour cette série que, on va le dire, on hésitait un peu. On s'est demandé à un moment si on allait la faire dans Le Fil de l'Épée. Finalement, on l'a fait dans Parole d'Histoire. Donc merci beaucoup de me laisser m'incruster pour parler de cette série que j'ai, je crois, autant aimé que vous. Et nous sommes très heureux de recevoir Nathalie Kwame, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité, spécialiste du Japon médiéval et moderne, et vous venez de signer notamment un magnifique volume de la collection Nouvelle Clio au PUF. Rappelons que c'est vraiment la collection de référence pour ceux qui s'intéressent, notamment pour ceux qui s'intéressent à l'état de l'art sur un sujet donné, sur cette période, donc intitulée Naissance et affirmation du Japon moderne, 1392-1709. Alors on prévient évidemment ceux et celles qui nous écoutent que si vous n'avez pas vu la série Shogun, d'abord ça risque de pas être forcément très intéressant, et ensuite on va faire des spoilers, on va évidemment parler de tout ce qui s'y passe, donc soyez prévenus si vous voulez aller jusqu'au bout de l'émission. Mais peut-être qu'on en parlera tellement bien qu'on donnera envie à ceux qui l'ont pas vu de la regarder, ce qu'on vraiment on peut dire, on l'encourage parce que c'est vraiment un succès magnifique. Oui, et justement Nathalie Kwame, on va peut-être commencer par là. Il y a quelque chose de très agréable en préparant cette émission quand on a discuté ensemble, c'est que souvent quand on parle de fiction historique, avec des spécialistes de la période, on a tendance à dire, bon, il y a telle déformation, il y a telle chose qui ne va pas, etc. Et vous avez été en fait assez enthousiaste. Alors d'où vient cet enthousiasme pour voir ce Japon de 1600 à l'écran, de la part de quelqu'un qui en est spécialiste? Alors d'abord, je vais vous remercier de votre invitation, dont je suis très contente parce que ça me donne l'occasion de parler, pour répondre à votre question brièvement, et ensuite je vais développer un peu, du Japon que j'aime. Tout simplement, voilà. Donc, comme nous le disions en préparant l'émission, il est assez difficile de parler en tant qu'historien de cette série, parce que c'est vrai qu'elle contient pas mal d'inexactitudes, historiographiquement parlant. Mais moi, en tant que spécialiste historienne, là, je me mets pas du côté de, la fan du Japon, mais du côté simplement de l'historienne du Japon, je la trouve vraisemblable, fondamentalement ressemblable. Donc, du coup, je m'y retrouve. Bien sûr, il y a des choses que je connais et surtout que je reconnais. Et pour vous faire un peu comprendre le sentiment que j'ai eu tout au long de la série, je vais vous parler du générique, voilà, que j'ai adoré et que je viens de regarder il y a à peu près une demi-heure. J'ai failli y arriver en retard pour le revoir à nouveau parce que je trouve qu'il résume parfaitement. En tout cas, mon rapport à cette série. D'un côté, vous avez des éléments totalement réalistes. Vous avez totalement réaliste et totalement japonais en même temps. Vous avez ce bateau qui arrive et qui, moi, me fait penser, c'est d'ailleurs, c'est pas du tout pour faire de la pub sur mon bouquin, mais ça me fait penser à ces paravents du Japon que les Japonais ont commencé à produire dans les années 1590, donc vraiment à l'époque de l'année 1600, pendant 30-40 ans du XVIIe siècle, et qui représentaient, ces paravents-là s'appellent les Nanban Byobu, donc les paravents qui représentent les barbares du Sud, c'est-à-dire les étrangers, et qui avaient pour thème récurrent l'arrivée du navire des barbares, c'est-à-dire des Espagnols en l'occurrence, et surtout des Portugais de l'époque. Donc dans le générique, vous avez ce bateau qui domine le générique. Vous avez, alors dans le désordre, vous avez le donjon du château d'Osaka, et je suis allée regarder pour voir si c'était bien le château d'Osaka, et il me semble qu'il s'agit bien du château d'Osaka. Enfin, c'est le donjon, c'est pas tout le château, bien sûr. Vous avez les flèches, alors qui font penser à la guerre, bien sûr, mais qui font penser au fait que le protagonisme, Blackthorn, est arrivé aussi avec des flèches en vérité, le vrai, William Adams, est arrivé aussi avec des flèches enflammées dans son navire. Et vous avez surtout la mer de sable qui renvoie entre autres, alors bien sûr au jardin zen du Japon médiéval. On peut le dire pour ceux qui auraient pas vu, c'est vraiment c'est donc tous ces éléments qui sont séparés par un jardin zen en sable où on voit des sillons. D'ailleurs, comme on les retrouve plutôt vers la fin de la série, on verra tracer des jardins zen dans le sable comme ça. Voilà, et en particulier je pense au Ryoranji, qui est un temple à Kyoto, un temple bouddhique à Kyoto, dont le jardin de sable et de pierre est extrêmement célèbre, et qui a été interprété, à tort d'ailleurs, mais qui a été interprété par les Occidentaux comme une mer de sable.
avec des rochers. Voilà, donc on a ça dans le générique. Et on a, qu'est-ce qu'on a enfin donc... La musique électro de Trent Reznor, mais ça c'est aussi un des charmes de la série, mais qui joue pas la musique d'époque, voilà, qui joue le côté contemporain et qui est plutôt prenante. Et alors je vous ai apporté, je ne sais pas si on peut le dire à la radio, mais je vous ai apporté le seul objet historique que j'ai, parce que ça coûte cher. Celui-ci, je l'ai acheté 100 yens il y a plusieurs années, et on voit dans le générique le mon, c'est-à-dire les armes des Tokugawa. Donc là, on va préciser, vous nous montrez une petite coupelle, un tout petit bol. Voilà, exactement. C'est le chapeau, je dirais, d'un bol à soupe, miso. Voilà, et on voit donc, c'est le symbole de la famille des Tokugawa. Tokugawa, c'est-à-dire le personnage réel dont s'inspire le protagoniste principal, appelé Toranaga dans la série. Exactement. Et du coup, le fameux shogun qui donne son titre à l'épisode. Du coup, enfin, pour résumer, donc vous avez plusieurs éléments totalement réalistes, mais présentés de manière totalement onirique. Et voilà, c'est ça qui m'a plu pour toute la série. Alors, on va dire, c'est intéressant parce que c'est une série qui est vraiment une plongée dans ce Japon médiéval moderne, enfin en tout cas de l'année 1600 pour nous. Et on peut dire que c'est quand même un pari, c'est assez rare, notamment pour une série produite aux États-Unis, le fait que l'essentiel de la série soit en japonais. Parce qu'on le sait, enfin on ne le sait pas, mais les Américains n'aiment pas trop lire des sous-titres en général. Et là, il y a vraiment un pari qui est extrêmement audacieux, alors qui pour nous marche assez bien, parce que nous, on a l'habitude de voir des séries américaines avec des sous-titres, mais de dire, on va pas tout doubler en anglais, on va prendre des acteurs japonais, en tout cas qui parlent japonais, et on va vraiment plonger dans l'univers linguistique, et puis aussi l'univers des décors de ce Japon-là. Et peut-être pour compléter, ça permet de rappeler à ceux et celles qui nous écoutent que c'est la deuxième adaptation à l'écran de Shogun, puisqu'il y a eu une première série en 1980 en 4 longs épisodes, qui elle n'était pas sous-titrée. Et justement, je pense que ça dit quelque chose de très fort sur le projet des créateurs de 2023-2024, que d'avoir mis l'accent sur la langue japonaise et sur le sous-titrage des dialogues en japonais. Alors sur ce point, j'ai bien réfléchi, puisque André m'en avait parlé un tout petit peu de ce point-là, justement, de la présence, l'omniprésence du japonais, enfin de la langue japonaise, j'entends. Et puis comme nous avons regardé aussi donc, les premiers passages de la série Shogun des années 80, il y a d'abord une explication toute simple, c'est que dans la série des années 80, Blackthorn, le protagoniste donc, anglais, est omniprésent. Et les Japonais sont très peu présents. Ils font vraiment partie du décor de cette série. Si bien qu'on n'a pas vraiment besoin de les entendre parler, qu'on n'a pas besoin vraiment de sous-titrage parce qu'ils parlent assez peu. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que dans les années 80, le film est d'un ton totalement différent. Donc c'est un film d'aventure. Et je crois que pour souligner l'étrangeté des Japonais à l'époque, on les a laissés parler en japonais sans sous-titrage. Il y a ça. Puis troisième chose, on est en 2024. Donc en 2024, il y a déjà une myriade de mangas, de jeux vidéo qui ont habitué le public occidental au Japon et qui font que on pouvait pas présenter une version comme celle des années 80 où tout passe par Blackthorn. Je crois que le public occidental a un accès direct au Japon. Donc, ça l'étonne pas. Je pense pas qu'il soit question d'un point de vue occidentalo-centré dans un cas, désoccidentalo-centré dans l'autre. C'est juste que le Japon qu'on connaît en 2024, on le connaît d'une manière radicalement différente de celui des années 80, où on parlait de miracle économique japonais, où les Japonais venaient donc en Occident donner des leçons aux chefs d'entreprise pour savoir comment devenir riche. On n'est plus du tout dans le même état d'esprit, et surtout on connaît beaucoup mieux le Japon. Donc pour ces trois raisons-là, je pense qu'on peut expliquer la présence de cette langue japonaise. Alors ça renvoie aussi à l'œuvre initiale. Les deux séries dont on a parlé sont des adaptations d'un roman de 1976, je crois, de James Clavell, un auteur australien, qui avait pour particularité d'avoir été prisonnier de guerre des Japonais durant la guerre du Pacifique et qui aurait, d'une certaine manière, transposé ses aventures personnelles à travers le personnage donc, de cet Anglais, Blackthorn, arrivant et finalement se retrouvant lui aussi captif. On peut penser qu'il s'est emparé de ce personnage historique aussi parce que ça faisait une analogie avec sa propre personne. Et puis en 1976, là il est vrai que dans la
culture de masse occidentale, le Japon était très peu présent. Il y avait quelques membres des élites lettrées qui lisaient du Mishima, mais on va dire que la présence du Japon au sein vraiment de la culture de masse, Shogun est probablement, il faudrait faire une étude là-dessus, mais probablement l'une des toutes premières œuvres qui sont un succès de librairie, transportant dans un Japon non contemporain, dans un Japon ancien, et du coup, effectivement, il y avait cette première adaptation qui se faisait quand même du point de vue des Occidentaux et qui mettait en scène les Occidentaux découvrant un monde étranger. Et là, on est plutôt sur des Japonais utilisant l'étranger dans leur propre stratagème. Finalement, il est beaucoup moins protagoniste, Blackthorn. Donc on rappelle ce personnage anglais, marin, qui arrive au Japon et que la série suit. Il est beaucoup moins protagoniste finalement que, par certains côtés, pion des stratagèmes des personnages japonais dans l'histoire. Oui, on est parfaitement d'accord sur ce point-là. J'ajouterais que on a affaire dans les années 80, ce qui est nouveau, parce qu'il y a déjà eu par exemple, les 7 samouraïs ont fait un tabac. Quand ils sont sortis je crois que c'est 54, le film des 7 samouraïs, ça fait un tabac, les Américains ont copié le film dans leurs 7 mercenaires, mais c'est la dimension populaire qui change en fait. On connaissait le Japon, comme vous le dites, mais la dimension populaire de cette série Shogun des années 80 est extrêmement forte. Et je crois que c'est une des raisons aussi qui explique qu'on avait besoin d'un guide, et c'était Blackthorn. Alors peut-être entrons sur, on l'a dit, on ne va pas jouer au jeu de cette différence entre la réalité et la fiction, mais simplement, puisque on y a déjà fait référence, ça s'ancre quand même sur un personnage réel et sur un contexte réel. Peut-être, qu'est-ce que vous y trouvez, disons comme transposition de ce qu'on savait sur ce personnage, donc William Adams, et son rôle dans ce moment qui est, mine de rien, un moment réellement décisif dans l'histoire japonaise, c'est-à-dire ce moment d'accession de Toranaga Tokugawa au shogunat. Sur ce point, je dirais que le film ne présente que 6 ou 7 mois. Du coup, la rencontre entre Toranaga et ce personnage qui s'appelle Blackthorn ne dure que 6 mois. Et dans le film et dans la réalité, puisque Blackthorn est arrivé en avril 1600 au Japon. Non, pardon, Adams, je confonds tous les deux finalement. Adams, le vrai, est arrivé en avril 1600 et la bataille de Sekigahara s'est produite en octobre 1600. Donc pendant ces 6 mois, la rencontre s'est faite entre les deux. Effectivement, une des premières choses que Tokugawa Ieyasu, le vrai, donc le Toranaga, a faite, c'est d'inviter Blackthorn, c'est-à-dire William Adams, à venir au château d'Osaka, et il en a soutiré des informations, sans doute les armes qu'il possédait, etc. Donc tout ça c'est vrai. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'en 6 mois, Adams ait joué un rôle très important dans l'histoire du Japon. En revanche, à partir du moment où Tokugawa Ieyasu remporte la bataille de Sekigahara et qu'il devient l'homme le plus puissant, assurément le plus puissant du Japon, là, Adams va jouer un rôle très important. Le vrai Adams va jouer un rôle très important. Il mourra d'ailleurs au Japon. Je n'en dis pas plus. Il va mourir au Japon, réellement. Alors, il va pas mal se balader entre-temps, parce qu'on en reparlera peut-être, c'est l'époque d'un grand commerce international en faveur des Japonais. Donc, il va se promener ici et là dans toute l'Asie du Sud-Est, mais il va servir le vrai Tokugawa Ieyasu. Il va lui apporter donc toutes les connaissances dont celui-ci avait besoin pour demeurer maître du Japon. Et il aura une importance réelle à partir de Sekigahara, c'est-à-dire à partir de la fin de la série. Alors justement, cette bataille, on en dit un mot, dans le dernier épisode de la série Shogun, dans l'épisode 10, nous avons ce personnage de Toranaga. Alors on va peut-être choisir, on va l'appeler une fois pour toutes Toranaga, en sachant que le personnage réel, c'est effectivement Tokugawa. Toranaga anticipe en fait la bataille et dit voilà comment ça va se passer, il a tout manigancé, je vais devenir shogun, je vais remporter cette bataille, mes rivaux vont s'entre-déchirer et je vais remporter la bataille. Mais en fait, au moment où la série débute, et là, contrairement à la réalité, ou en tout cas de manière pas tout à fait fidèle, Toranaga est marginalisé, en minorité, on est dans une période de régence. Est-ce qu'on peut restituer un petit peu la situation avant que Toranaga soit shogun, où en est ce Japon de la fin de l'époque médiévale, de la période des royaumes combattants, divisé, avec un héritier mais trop jeune pour régner. Voilà, à quoi ressemble politiquement le Japon avant l'accession au shogunat, donc fin de la série et avènement de Toranaga. Alors c'est une vaste question parce que justement si on pouvait donc déceler des manques dans cette série, c'est justement tout le contexte qui n'est pas là. On ne voit que des personnages, des intrigues, des dialogues, mais on n'a pas ce Japon de l'époque. Donc pour rester au niveau le plus superficiel, à savoir les faits politiques,
Alors, on ne va pas jouer au jeu du qui dit vrai et qui dit faux, mais quand même, tout a été simplifié. Dans cette version 2024, comme dans la version de 1980. Et il y avait 2 conseils, et non pas un. Il y avait 2 conseils et non pas un. Conseil de régence. Conseil de régence, qui effectivement était censé gouverner le Japon en attendant que le jeune fils de Toyotomi Hideyoshi, le Taiko dont il est question dans la série, devienne assez grand et puisse gouverner donc le pays. Au passage, Taiko, c'est pas shogun. Autrement dit, shogun, c'est un titre d'un grand prestige, d'un grand pouvoir. Il existait quelqu'un qui incarnait une forme d'unité et de pouvoir personnel, mais Taiko avec un titre donc moins élevé, moins digne. C'est quoi la différence entre un taiko et un shogun? Alors d'abord, la première ressemblance, je dirais, entre les 2 titres, et ça c'est extrêmement important dans tout ce qui n'est pas dit dans la série, mais c'est vrai que c'est une fiction, mais l'empereur manque cruellement. D'ailleurs, dans la première version, Maliko, donc celle qui guide Blackthorn pendant tous les épisodes, se dit clairement au service de son empereur. Or là, le mot empereur n'est même pas donné. Le mot même de Kyoto, sa capitale impériale, n'est même pas donné, et la cour impériale ne reçoit la cour impériale n'est l'objet que d'une allusion, plutôt d'ailleurs dépréciative, lorsque le mari de Maliko dit à Maliko qu'il ne faut pas qu'elle éduque son fils comme un homme de la cour ou comme une dame de la cour impériale. Donc la cour est complètement absente, alors que les 2 titres dont vous parlez, le titre de Kampaku et le titre de Shogun, sont donnés par l'empereur. Et pour juste faire la différence entre les 2 titres, le titre de Shogun est clairement un titre militaire. Le titre de Kampaku... Alors, Kampaku, c'est Taiko? Pardon. En fait, Taiko, c'est le nom que l'on donne à quelqu'un qui a eu le titre de Kampaku. Voilà, donc c'est un ex-Kampaku, qui est un grand chancelier, on va dire, et lui, c'est plutôt un fonctionnaire civil. Donc ce sont 2 titres différents, mais qui sont quand même donnés par l'empereur, et aucun Kampaku de l'histoire, ou Taiko, et aucun shogun de l'histoire du Japon n'a jamais bénéficié de ce titre-là sans que l'empereur ne lui ait donné. Du coup, si on revient sur Toranaga, ce personnage dont on comprend assez vite qu'il est le véritable protagoniste principal, que ce pilote britannique qui arrive, qui comprend pas grand-chose au monde dans lequel il évolue, devient un pion dans ses propres stratégies, on comprend que c'est lui qui va finir par émerger comme shogun. Dans la série, il est montré comme marginalisé par le conseil de régence et en difficulté. Dans la réalité, c'est déjà quelqu'un qui a des positions plus solides, et en particulier, il est montré comme devant fuir Osaka et se réfugier à Edo. Et, dans la réalité, il tient plutôt Osaka, et c'est plutôt quelqu'un qui a déjà une forme de centralité, même s'il n'a pas encore, on va dire, mis sous sa coupe tous ses rivaux. Alors, pour répondre à la question sur l'empereur, je reviens sur l'empereur et sur votre question, là, la plus immédiate, je dirais que quand on est historien du Japon, on sait que dès les années 1560, alors qu'il n'était encore qu'un tout petit seigneur, Tokugawa Ieyasu s'est arrangé avec l'aristocratie civile qui se trouvait autour de la personne de l'empereur et qui délivrait, on va dire, des certificats de généalogie, pour prendre donc, dès les années 1560, pour être un Minamoto. Pour descendre des Minamoto. Pour descendre des Minamoto. Donc ils ont changé le nom, le patronyme dans la série, mais ça veut dire que dès les années 1560, il se présente comme un Minamoto. En réalité, dès les années 1560, il veut ce pouvoir, bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, pour devenir shogun, il lui faut cette ascendance-là. Il lui faut, disons, une forme de prestige symbolique qui lui viendrait de ses ancêtres, et donc il s'invente une généalogie. Extraordinaire prestige que celui des Minamoto, qui peut expliquer, soit dit en passant, qu'une bonne partie du téléfilm se déroule dans la province d'Izu. Il y a plein de... Alors, entre ce qui est vrai, ce qui est faux, et toutes les allusions qui sont faites à l'histoire du Japon, c'est assez intéressant de voir la série, puisque Izu, c'est par définition la province des Minamoto. Le premier shogun de l'histoire du Japon, qui est nommé shogun en 1192, a passé une bonne partie de sa jeunesse dans la province d'Izu. Et je crois que ça explique donc la récurrence du toponyme dans la série.
Je ne sais plus quelle était votre question. La question, c'est en gros la montée en puissance de Toranaga Tokugawa. Voilà. Le fait qu'en fait la série le montre comme marginal alors qu'il n'est pas tout à fait... Il n'est surtout pas... et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été exilé à Edo depuis les années 1590, justement parce que Toyotomi Hideyoshi lui-même le craignait. Donc il a toujours été très important. Et ce titre de shogun, quand même, j'aimerais le dire, il n'est pas évident que Tokugawa Ieyasu, alors qu'il ait voulu le pouvoir suprême, d'accord, mais sous quelle forme, j'en sais rien, il n'est pas évident que Tokugawa Ieyasu ait voulu être shogun dès le début, parce que toute l'époque donc, qui est présentée, les années 1600, et en gros le basculement entre l'époque médiévale, l'époque moderne, et au milieu l'époque des royaumes combattants, c'est quand même une époque où les shoguns n'ont pas eu un sort très enviable. Donc c'est un titre qui vous assure le pouvoir suprême, mais qui dans les faits n'a pas donné à un tas de personnages réels du Japon ce pouvoir suprême auquel ils auraient pu accéder. C'est un titre qui reste très ancré dans les mémoires, mais qui, dans les faits, ne vous donne pas le pouvoir. C'est vraiment Sekigahara qui donne le pouvoir à Tokugawa Ieyasu. Autrement dit, il faut gagner avant d'être shogun, plutôt que de se dire shogun et espérer gagner. Exactement. Alors maintenant, on peut peut-être rentrer un peu dans les détails de la représentation, notamment de la représentation du contact. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus fascinant dans toute cette série, c'est la manière dont on représente les interactions, avec énormément de choses, énormément de détails que, je sais pas moi, on peut lire par ailleurs dans l'historiographie, notamment toutes les questions linguistiques, les questions de la traduction, la question des intermédiaires. Et là, c'est fascinant puisque donc Blackthorn arrive dans un Japon où il y a déjà donc une appréhension de ce que sont les Européens par la pénétration catholique et notamment jésuite. En même temps, lui, il est protestant, enfin anglican, et du coup, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, il y a un cadre linguistique qui permet d'avoir un certain nombre d'intermédiaires qui vont lui permettre de communiquer, ce qui n'était pas si évident. Donc peut-être qu'est-ce que vous en avez... Non ? Qu'est-ce que vous avez pensé, disons, de cette représentation des premiers contacts et des premières interactions entre cet Anglais qui n'a pas vraiment de voie d'entrée, c'est-à-dire il n'y a pas de passeurs, il n'y a pas de gens qui sont là pour l'accueillir, et les Européens qui sont là lui sont hostiles, et qui, malgré tout, va réussir à créer un peu de contact et d'échange avec ce Japon. Alors pour la langue, dans les années 1600, de plus en plus d'étrangers, un peu comme dans les années 2020, parlent le japonais tout de même. Hein. Ce qui, soit dit en passant, fait perdre aux jésuites le monopole qu'ils avaient jusqu'alors de la traduction. Donc le fait de parler japonais est assez courant. Et le fait que Maliko lui serve d'interprète, bon, il débarque au Japon, effectivement. Alors il parle très bien portugaise, si l'on en croit la version donc du film, mais il ne parle pas le japonais à une époque où de plus en plus d'étrangers parlent le japonais. Il y a des effets de métissage, les Japonais connaissent bien les Occidentaux, puisque les trois hégémons, donc les trois hégémons qui caractérisent donc la fin de la période médiévale et le début de la période moderne, Oda Nobunaga, auquel il est fait allusion, Toyotomi Hideyoshi, qu'on voit physiquement, et bien sûr Tokugawa Ieyasu, sont des gens qui n'ont cessé de s'entretenir physiquement parlant avec les étrangers, qui les font venir dans leur palais, dans leur château, qui parlent avec eux, qui se renseignent sur l'Occident. Donc, contrairement à ce que pourrait faire croire le scénario, c'est une époque où les Japonais connaissent bien l'Occident. Il y a des cartes, par exemple, dont il est question de manière très métaphorique, avec ce sable, cette carte du monde que dessine sur le sable Blackthorn pour Ieyasu, pour Toranaga. Mais en fait, ça fait au moins une dizaine d'années qu'il y a des cartes du monde sur le monde entier, donc au Japon. Donc c'est un Japon qui connaît bien l'Occident. Et inversement, ce sont des Occidentaux qui parlent de mieux en mieux japonais. Donc on n'est pas du tout dans la découverte du Japon, c'est ce que je veux dire. Parce que justement, lui vient d'un pays qui n'a pas, comme les Espagnols et surtout les Portugais, de contacts et en particulier de missionnaires présents. Et donc du coup, pour lui, c'est plus compliqué. On le voit d'ailleurs au fur et à mesure de la série. D'ailleurs, je voulais vous poser la question de à quel point Blackthorn apprend le japonais et quand on l'entend parler, on voit bien qu'au début, il dit juste le mot Anjin qui est pilote et puis je crois Teki qui veut dire ennemi. C'est les deux premiers mots qu'il apprend en japonais. Et puis petit à petit, à la fin de la série, on le voit prononcer des phrases en japonais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet apprentissage linguistique du japonais par Blackthorn, qui s'étale, si on croit la série, sur plusieurs mois? Voilà, et le troisième mot qu'il apprend aussi, c'est Kataji Kenaku qui veut dire merci. You must be the Anjin. What does that mean? It means pilot. The way Tsuji means translator for me.
You're in the court of Lord Yoshii Toranaga, and I am the interpreter to the Council of Regents. Oh, good, so you'll be able to twist my words in your Portuguese favor. Et donc là, petite parenthèse, en fait, le japonais qu'on a dans cette série-là, qui n'est pas, je crois, dans la série des années 80, dans la série de 2024, on a un japonais des jidaigeki, c'est-à-dire des films d'époque du Japon, avec un japonais très, très hiérarchisé, extrêmement genré, et avec un tas de mots. On se retrouve un peu, enfin, un spectateur japonais de la série se retrouve un peu comme nous retrouverions devant une pièce de Molière, avec quelque chose qui ressemble beaucoup au japonais contemporain, mais avec plein de mots, des expressions, des tournures grammaticales qui sont anciennes. Oui, voilà. L'actrice qui joue Mariko a expliqué d'ailleurs qu'elle avait eu du mal, elle est américano-japonaise, mais elle a eu du mal à apprendre son dialogue parce qu'il y avait des archaïsmes qu'elle ne maîtrisait pas, en tout cas au Bien départ. sûr. Il a fallu un vrai travail linguistique. Alors du coup, Blackthorn, Alors, qu'est-ce que ça donne? ça donne que, en gros, il ne sait toujours pas parler japonais au bout de 6 mois, si on prend donc la durée officielle de la série. Non, il parle très mal, et à un moment, on lui dit, mais les phrases que vous dites si bien, c'est parce que Maliko vous les a enseignées. Voilà. Moi, j'ai ouï dire qu'on pouvait apprendre le japonais en 6 mois. Il paraît qu'on peut apprendre une langue, n'importe quelle langue, en 6 mois. Donc le japonais n'est pas plus difficile, sauf pour l'écriture, bien sûr, ce qui est une autre affaire, d'accès qu'une autre langue, mais clairement, non, il ne parle pas bien japonais. Et moi, j'ai mis plus des doutes sur sa capacité à manier le sabre également, puisqu'à l'origine, vous intéressiez aux questions militaires. On le voit à un moment, donc, alors, je ne sais pas s'il faut dévoiler ce passage-là, où il s'apprête à décapiter Maliko, et on se demande, alors qu'on a entendu l'histoire selon laquelle Toranaga lui-même, quand il était enfant, avait décapité, mais avait dû s'y reprendre à 9 fois pour arriver à ses fins, on se demande quand même si l'usage des sabres qu'il porte constamment, comme les samouraïs de son époque, sur lui est vraiment, acquis ou pas. C'est plus, moi, ce qui m'a intéressé dans son apprentissage de la culture japonaise. C'était son usage des sabres. Et d'ailleurs, il y a un moment où il fait une sorte de duel avec un personnage dont le nom m'échappe. Buntaro. Avec Buntaro, pardon, où il se fait désarmer en quelques secondes, ce qui est tout à fait intéressant parce que ça renvoie à sa nature militaire, non militaire, c'est-à-dire à la fois c'est un Européen qui va être reconnu pour sa compétence plus ou moins militaire, et en même temps c'est un marin qui est clairement, visiblement pas trop l'habitude des épées, puisqu'il sait visiblement à peine tenir un sabre, quoi. Moi, je pense que pour manipuler un sabre japonais, il faut quand même plusieurs années. Donc c'est un peu normal qu'il ne sache pas le faire. Mais je pense que cette scène-là fait référence à une des scènes fameuses du Dernier Samouraï, qui était jouée par Tom Cruise, dans un autre contexte historique du Japon, et où on voit l'acteur qui joue Toranaga dans ce film de 2024, donc Sanada Hiroyuki, montrer à l'étranger, qu'était Tom Cruise, combien il était difficile d'acquérir une maîtrise de l'art guerrier du Japon. Et donc je pense que ça renvoie à cette scène-là. Plus généralement, et juste pour revenir sur cette question des samouraïs, ça renvoie aussi à la question du statut qui lui est donné très tôt. Alors au début c'est Lanjin le pilote, et puis à un moment il est fait Hatamoto. Donc, alors ça, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose de crédible? Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait à cette époque-là, potentiellement? C'est arrivé à Adams, en tout cas. Pas cette année-là, mais il est devenu Hatamoto Adams. Donc le Blackthorn réel est devenu Hatamoto. Mais du coup, qu'est-ce que ça désigne? Alors, je vais vous dire 2 choses. La première chose, c'est je reviens à tout ce qui n'est pas dit, et notamment du contexte général de la période. Donc, c'est une période de commerce. C'est une période de commerce international extrêmement important, où les Japonais jouent un rôle très actif partout, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, mais c'est aussi au Japon une période, et vraiment cette période-là, les années 1580, 1590, 1600, et un peu plus tard, et de plus en plus, où chacun se retrouve enfermé dans un statut. Les historiens japonais adorent le terme de statut, je ne vais pas entrer dans les détails, mais où, depuis Toyotomi Hideyoshi, et les Tokugawa vont reprendre cette politique, où on assigne à chacun un statut, un rang, une place. Et donc, effectivement, il est toujours possible de devenir samouraï, mais de moins en moins à cette époque. Donc il est possible que Blackthorn ait été nommé samouraï, pourquoi pas, mais parce qu'on n'a pas encore la rigidité
qui sera celle de l'époque suivante, celle de l'époque des Tokugawa, entre le XVIIe et le XIXe siècle, mais surtout le terme de hatamoto dont vous parlez, qui veut dire donc sous la bannière, n'est pas un titre à l'époque. Ce n'est pas un titre officiel. Ça deviendra un titre à l'époque des Tokugawa. C'est juste le nom qu'on donne à un vassal important. Donc c'est un titre, mais c'est pas un titre rigide comme celui de l'époque des Tokugawa qui définit de manière la plus économique possible ce qu'est un hatamoto. Donc oui, c'est possible qu'en ces années 1600, un étranger reçoive ce titre-là, mais il n'est pas aussi sclérosé que ce qu'il deviendra donc plus tard. Alors justement, c'est un des points les plus intéressants aussi de la série, c'est de montrer des enjeux de pouvoir et de montrer qu'il y a l'enjeu du pouvoir suprême, c'est-à-dire de qui va dominer tout le Japon et celui qui deviendra shogun, donc Toranaga. Mais il y a aussi un pouvoir qui a cette verticalité avec des grands seigneurs et puis un entourage de seigneurs, des vassaux, pourrait-on dire, mais vassal, bon, c'est un vocabulaire d'origine européenne, mais qui peut-être s'appliquer dans le cadre japonais, des vassaux, et puis encore en dessous des gens qui sont à leur service, et puis ensuite la piétaille, on va dire des fantassins qui vont les accompagner. Donc, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous avez retrouvé dans la série qui correspond effectivement à cette féodalité japonaise ou à cette hiérarchisation du pouvoir des seigneurs et de leur entourage militaire ? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est effectivement la soumission apparente, totale, des petits vis-à-vis des grands, je dirais, sur le plan strictement guerrier. La deuxième chose, c'est que les faits étaient beaucoup plus compliqués et qu'à cet égard, la figure de Yabushige me paraît extrêmement importante. Yabushige, c'est donc le samouraï qui passe son temps à trahir tous ceux avec qui il entre en négociation. Et la réalité, elle est là, en fait. La réalité, elle est là, c'est-à-dire que les samouraïs s'offrent aux plus offrants et passent leur temps à trahir, mais ça n'en est pas moins des samouraïs, je dirais. Non, je dis ça parce que il y a deux manières de présenter les samouraïs. C'est amusant qu'on n'en parle que maintenant dans notre discussion. Parce qu'évidemment, c'est un film de samouraïs, donc on aurait pu commencer par parler des samouraïs et on n'en parle que maintenant. Et il y a deux manières de les présenter, les samouraïs. Ou bien on est complètement baba, on lit toutes les histoires de samouraïs, où ils ont été extrêmement braves, loyaux vis-à-vis de leur seigneur, etc. Et il y en a eu. Ou bien on passe son temps à les dénigrer en disant qu'ils étaient toujours en train de trahir, qu'ils n'étaient pas si courageux que ça, que leur seppuku, qu'on voit enfin, on n'arrête plus de voir des seppuku. Oui, c'est le suicide rituel, rappelons-le. Suicide ritualisé, tel qu'il est montré à l'écran. On pourra revenir, je pense, spécifiquement sur cet enjeu. Voilà, que leur seppuku n'est que mascarade, sous prétexte que finalement on leur coupe le cou, et que donc ça facilite les choses. Enfin, voilà, je ne me suis pas trouvée dans ces situations-là, mais je ne pense pas que ça les facilite tant. Donc voilà, deux discours complètement différents. Et dans ce film-là, on retrouve ces deux facettes du samouraï, à la fois idéal, c'est Maliko, c'est une femme, en plus incarnée par une femme, ce samouraï, et d'un autre côté, ce personnage si intéressant de Yabushige. Alors je vous dis ça parce que ce Yabushige, qui est joué par un certain Asano, je ne sais quoi, me paraît être l'acteur finalement le plus réaliste de toute la série. Alors, quand j'ai regardé la série des années 1980, j'y ai vu simplement un film d'aventure. Avec cette série, alors vous allez peut-être rire, enfin intérieurement en tout cas, je vais peut-être faire rire, sourire, mais la série là de 2024, comment dire, s'apparente à une espèce de tragédie. Le terme de shukume sur lequel on pourra revenir, qui veut dire donc destin, karma, etc., revient dans toutes les bouches, même de l'espagnol, de Maliko, tout le monde parle de shukume. Dans cette tragédie, où tous les personnages, toutes les scènes sont extrêmement hiérarchiques, tout est un peu figé, les gestes au millimètre près sont calculés dans cette série, ce qui n'est pas du tout le cas de la version de 1980. Yabushige est le seul totalement réaliste. Et petite parenthèse pour une fan absolue que je suis, pour la fan absolue que je suis de Mifune Toshiro, qui jouait le rôle du shogun en 1980, Yabushige, l'acteur Asano, a tous les traits, sauf la beauté de Mifune, a tous les traits de Mifune Toshiro. Et c'est lui, le samouraï le plus typique de la série, je puis dire. Voilà. C'est-à-dire à la fois loyal et qui essaie de tirer parti de toutes les situations difficiles dans lesquelles il se trouve. Ouais, mais c'est intéressant, c'est effectivement cette relation à la loyauté, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument central, que c'est un code d'honneur qui structure absolument toute la société. Et en même temps, ce que vous nous indiquez, c'est que ça a toujours été plus compliqué que ça. Et
D'ailleurs, les gens passent leur temps à le transgresser, puisque eux-mêmes, ils font des embuscades, et puis ils disent que c'est des brigands qui ont attaqué tel convoi. Et en fait, on a les apparences de la loyauté. C'est comme s'il y avait un double discours. On a les apparences de la loyauté dans ce qui est dit publiquement, et puis dans les pratiques, on se rend compte que on peut se vendre plus offrant, ou mener une embuscade, ou commettre une déloyauté quand ça sert des intérêts. Et puis il y a tout le personnage de Toranaga qui est le protagoniste quand même de cette série, qui est un rusé et qui utilise tout le monde, manipule tout le monde. Bon, effectivement, il n'y a personne au-dessus de lui, mais il doit quand même une loyauté à cet héritier, et qui se montre tout sauf loyal vis-à-vis de ce petit héritier, c'est-à-dire le fils du Taiko qui est mort. Donc lui-même transgresse allègrement cette loyauté, bien sûr. Maintenant, on peut peut-être évoluer, puisque vous en parliez de ces gestes, et puis ça renvoie plus généralement vers l'univers matériel de cette série, c'est-à-dire les décors, les objets, les gestes aussi, les costumes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que de l'extérieur, on a l'impression de quelque chose d'extrêmement fidèle, ou en tout cas, il y a un vrai désir de recherche et de précision. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ou en tout cas pour ce qu'on peut en savoir, de l'univers matériel de ce Japon de la fin du XVIe siècle? Alors j'ai fait toute la liste, matérielle et culturelle aussi. C'est-à-dire dans leur... donc toute la liste, c'est la voix du thé, c'est vrai. Les poèmes, c'est vrai. Les tatamis, c'est vrai. Les têtes tranchées, le seppuku, etc., c'est vrai. Enfin, tout le monde ne fait pas seppuku, bien sûr. Alors, les costumes, je suis moins sûre, parce que là, il faut être attentive et c'est pas trop dans ma culture. Les religions, c'est vrai. On parle très peu de religion. Donc, on ne parle pas d'empereur, on ne parle pas de religion dans cette série-là. En tout cas, on parle pas de culte japonais. On parle du christianisme beaucoup. La seule religion, exactement. La seule religion qui est présentée, c'est le christianisme. Et donc tout ce qu'elle impose à Maliko, notamment au moment de se suicider. Il y a plein d'allusions aux religions du Japon. Elles sont un peu caricaturales. Mais moi, je les ai remarquées, évidemment, puisque ma spécialité, entre guillemets, c'est l'histoire des religions. Mais c'est jamais mis en avant. Et ça, c'est des choses qui manquent également dans la série, parce qu'on les présente tous comme faisant des calculs, ces gens-là, donc d'intrigue, trahison, etc. Mais ils étaient aussi profondément pieux. Et donc ce christianisme qui est mis en avant ne représente à l'époque qu'une toute petite partie de la réalité. Donc en 1600 exactement, je crois que c'est en 1602 ou 1603, l'évêque du Japon, qui s'appelle Serkera, annonce 300 000 chrétiens au Japon, dans une population qu'il ne sait pas être, mais que nous savons être de 17 millions environ de Japonais. Donc c'est une goutte d'eau. Peut-être, puisqu'on est sur l'univers matériel, on peut peut-être parler de la partie plus directement guerrière de cette série, puisqu'il y a tout un enjeu... Il y a un enjeu presque de transfert de technologie, puisque c'est l'idée que Adams arrive avec ses canons, avec ses armes à feu, etc., et que c'est ça qu'il a à offrir. Alors ça, c'est une question tout à fait intéressante. Je parle souvent de contrôle, mais il me semble que c'est un peu surjoué, cette idée de la méconnaissance absolue des Japonais, des armes à feu et de leur usage en 1600. Il me semble qu'on sait déjà, ils ont déjà des notions. Et même ils savent faire des armes à feu, puisque la métallurgie japonaise est excellente très tôt. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, disons, de cette présentation de Blackthorne Adams qui arrive avec sa supériorité technologique, en quelque sorte, et qui ébahirait les Japonais autour de 1600 ? Alors, il faut faire la distinction. Alors, pour avoir, entendu 2 ou 3 commentaires sur la série, qui critiquaient effectivement la série pour ce qu'elle présentait de cet émerveillement des Japonais, je crois que c'est un peu faux. C'est-à-dire que quand on fait attention à la série, on s'aperçoit que les Japonais ne s'intéressent qu'au canon. Et pas tellement aux teppos, ce qu'ils appellent les teppos, c'est-à-dire les arquebuses, qu'ils manipulent parfaitement depuis le début. Le début officiel, c'est 1643, je vous passe les détails, mais dès que les teppos arrivent au Japon, ils sont immédiatement copiés. Enfin, ça, c'est 1543. 1543, ouais, à Tanegashima. 1543, mais il est probable que les arquebuses soient arrivées avant, qu'elles aient été fabriquées en Asie, et pas en Europe. Bon, c'est un peu compliqué. Mais dans la série, ce qui est clair, donc je l'ai regardé dans cette optique-là, puisque j'avais entendu parler de ça, c'est les canons qui intéressent Toranaga. C'est les canons, et les canons, effectivement, étaient assez peu utilisés. Alors, assez peu utilisés. Les Coréens les connaissaient, et un des manques d'ailleurs de cette série, c'est alors j'ai noté, il est 4 fois question de la Corée, des guerres menées par Toyotomi Hideyoshi en Corée, entre 1592 et 1598, et des Coréens.
Il n'est question 4 fois en, je sais pas, ça fait combien? Ça fait 10 heures donc alors que c'est avec le commerce, c'est un des gros phénomènes de l'époque, c'est le rapatriement donc de dizaines de milliers de soldats japonais et surtout alors je vais pas dire on va dire le transfert, j'ose pas dire déportation parce que le terme est un peu réservé à d'autres choses, connoté. Donc, mais en tout cas le transfert forcé, on va dire, de dizaines de milliers de Coréens au Japon. Et pendant cette guerre, donc entre le Japon et la Corée, les Coréens font usage des canons. Voilà. En 1600, à Kunitomo, donc on est dans le centre du Japon, c'est un centre qui fabrique des armes, des teppos et des canons. On les connaît. On en fabrique au Japon, mais à la bataille de Sekigahara, on ne sait pas très bien si Toranaga en a utilisé ou pas. En revanche, quand on voit qu'une bonne partie de l'histoire se déroule autour de la confiscation de ces canons et de cette teppo, au moins on peut se dire que comme il est extrêmement rusé, ce Toranaga, à l'instar de Tokugawa Ieyasu, au moins on peut penser que tout ce qu'il confisque n'appartenait pas à ses ennemis et que en ce sens-là, ça a eu un poids quand même. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est les canons qui intéressent Toranaga, ce ne sont pas les teppo qui sont fabriqués par milliers au Japon. Il y a les canons et puis il y a les navires. Alors en voyant la série, on a un petit peu l'impression qu'en tout et pour tout, dans l'archipel japonais, il y aurait 2 bateaux, un bateau portugais et un bateau anglais qui vient d'arriver. Et du coup, qui aura le bateau? Ça devient l'un des enjeux de la série. La réalité, évidemment, on le suppose, est un peu plus complexe. Il y a déjà des formes d'expansion commerciale, maritime japonaise. Il y a une navigation japonaise. Autrement dit, ces navires européens, ils jouent un rôle, mais peut-être pas de manière si simple, en tout cas si binaire que la série le montre. Alors le problème, c'est que là, vous me posez une colle parce que je suis pas très très douée en matière de navires. Ce qui est certain, c'est que Toranaga, alias Ieyasu, s'intéressait de très très près aux navires et que c'est une raison pour lesquelles, à partir de la bataille de Sekigahara, il s'intéresse, il donne des biens, des statues, etc. à Adam. C'est ça qui l'intéresse aussi, c'est cette connaissance qu'il avait dans l'art de la navigation. Moi, je trouve que c'est un peu mon truc. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une maîtrise bien supérieure, puisqu'on sait que c'est d'ailleurs un classique de la littérature chinoise, la déploration sur les pirates japonais qui viennent infester les côtes de Chine depuis déjà assez longtemps. Or, pour passer du Japon à la Chine, dans ce détroit, c'est des conditions de navigation qui sont extrêmement difficiles, c'est des courants extrêmement traîtres. François Xavier a failli mourir, et d'ailleurs est mort du mal de mer, in fine, en arrivant au Japon. Donc, c'est, mine de rien, il y avait un réel savoir-faire de la navigation pour traverser et pour être capable de faire notamment des déprédations dans cette mer de Chine. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est très difficile, et ce qui va être très difficile pour les Européens, qui va mettre plusieurs décennies, ça va être de réussir à monter des canons sur les navires. Ça demande tout un savoir-faire de construction, de faire une armature suffisamment solide pour tenir les pressions et tenir les tensions du recul d'un canon. Et ça, on peut effectivement formuler l'hypothèse que les Européens ont de l'avance et que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Encore faut-il avoir l'envie d'utiliser des navires et des canons par voie maritime, ce qui dépend du contexte et ce qui dépend de l'époque. Exactement, parce que Oda Nobunaga, lui, avait fait construire des canons pendant quelques temps, avait fait construire des bateaux de fer qui portaient des canons. Mais Toyotomi Hideyoshi, apparemment, ça l'intéressait pas trop. Quant aux pirates dont vous parlez, donc c'est pas les mêmes, parce que dans la série, on entend kaizoku, c'est le mot japonais. Mais les pirates dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les wako en japonais, c'est-à-dire les brigands du Japon, qui sont essentiellement chinois, d'ailleurs, soit dit en passant, et pas tellement japonais, et dont les actes les plus importants, c'est moins les batailles navales, comme on pourrait se les représenter ici en Occident, que le fait tout simplement d'aller faire des razzias sur les îles et en Corée aussi, et en Chine. Donc c'est moins leur vertu maritime que ce qu'ils étaient capables de faire une fois qu'ils débarquaient sur le sol. Non, mais bon, ça au demeurant, comme les pirates européens, on précise jamais assez que les pirates européens se battaient exceptionnellement en mer. En général, ils faisaient des razzias à terre, notamment aux Antilles. Voilà, ça, ce sera pour un futur épisode. Debunking du mythe de la piraterie avec Alexandre. Il faudra le faire un jour. C'est mon projet à l'échelle de la décennie. J'aimerais vous interroger sur ces missionnaires portugais et sur la présence du christianisme
christianisme au Japon. On y a fait allusion à quelques reprises. Vous êtes spécialiste des questions religieuses notamment. Ces premiers chrétiens japonais, vous l'avez dit, c'est une goutte d'eau. Mais ils existent quand même, et surtout cette présence de missionnaires et de jésuites portugais existe. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont ils sont représentés? On voit des gens, pour certains qui ont appris le japonais, qui souhaitent avoir le droit d'ouvrir une église à Edo. Ils obtiennent ça, c'est une grande victoire pour eux de savoir qu'ils vont pouvoir ouvrir leur église. Ils ont en même temps envie de dissimuler des choses aux Japonais, mais en même temps ils sont en contact avec eux. Il y a des intérêts religieux, des intérêts commerciaux. Donc voilà, c'est ces personnages qui sont présents pas dans tous les épisodes, mais plutôt tout au début de la série. Qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont c'est représenté? Bon, ils sont représentés de manière un peu caricaturale, évidemment. Il y a le bon, il y en a un qui est bon, un bon jésuite, puis il y a tous les autres qui sont des méchants. C'est vrai que les jésuites avaient un fort intérêt donc, dans le commerce de l'époque. Donc on exporte de l'argent japonais et on importe de la soie grège, et non pas de la soie tout court, comme le dit à un moment le personnage. La soie grège, c'est bien sûr le fil de soie. Et bien sûr, on baptise à tour de bras. On baptise à tour de bras. Donc je crois qu'il faut imaginer tous les profils qui ne sont pas ceux du film, parce que bon, le film caricature un peu, bien sûr. Je crois que Tokugawa Ieyasu les craignait vraiment. C'est pas à l'époque des années 1600 qu'on commence à raconter qu'ils veulent envahir le pays, etc. Quand on voit donc Blackthorn dessiner la carte et apprendre à Tokugawa Ieyasu, à Toranaga, que finalement son pays appartient aux Portugais, etc. Ils le savent depuis le début. Donc, dès l'époque d'Oda Nobunaga, dans les années 1560-1580, un tas de rumeurs circulent sur les étrangers, sur les jésuites, comme étant la 5e colonne. Donc ça, c'est pas nouveau non plus, mais bon, c'est juste une série, donc voilà. Je vais revenir sur ce que vous disiez sur François-Xavier et son arrivée au Japon. D'abord, il arrive dans une jungle chinoise, François-Xavier. Il arrive dans une jungle chinoise, donc évidemment moins perfectionné que ces fameux Naou. C'est bateaux noirs, on les appelle noirs depuis les Mongols, depuis le XIIIe siècle. Tout le navire étranger est appelé Kulofune, bateau noir. Je crois que François-Xavier avait besoin, dans ses récits, que je connais par cœur, j'ai lu toutes ses lettres de A à Z, donc les 500 pages de lettres, et je crois qu'il avait surtout besoin de montrer ô combien son expérience au Japon avait été dramatique, et donc il arrive évidemment avec donc une tempête, mais je ne suis pas certaine, en plus il arrive un 15 août, comme par hasard, je ne suis pas certaine que ça soit tout à fait la réalité. C'est-à-dire que je doute un peu de l'arrivée. Il fallait qu'il montre, je crois qu'il fallait que François-Xavier montre. Mais de fait, on peut dire, il y a quand même une perception très différente dans la série, et de ce qu'on peut en avoir des sources européennes, notamment jésuites, où effectivement les jésuites présentent le Japon comme une somme de persécutions sans fin, et éternel par des moines et vicieux, etc., qui cherchent que à persécuter et à brimer les gentils chrétiens européens, jésuites, etc. Là, ce qu'on voit dans la série, c'est certes quelques décennies plus tard, mais c'est une présence européenne qui est bien ancrée, bien installée, avec des intérêts, avec des moyens de se défendre, avec des leviers, avec des contreparties. Et c'est de fait une vision très différente que le martyrologe que les jésuites ont donné. Non ? Non, parce que le film se situe en 1600, et en 1597, il y a eu un terrible événement pour toute la chrétienté entière, qui a évidemment été utilisé dans la chrétienté, etc. C'est la fameuse exécution, je ne vais pas dire le martyr, des 26, de ceux qu'on appelle dans la tradition chrétienne les 26 martyrs de Nagasaki. Et donc, il y a juste 3 ans entre cet événement qui a fait le tour du monde et l'année 1600. Donc, il est faux, effectivement, de présenter, comme la série le présente, des chrétiens emprisonnés, qu'on prend un par un pour aller exécuter. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Il n'y a pas, en 1600, il n'y a pas de proscription du christianisme, et il n'y a pas de violence exercée à l'encontre des chrétiens. Mais tout le monde a en tête, au Japon, le fait que Toyotomi Hideyoshi, le fameux Taiko de la série, a quand même opéré une extraordinaire exécution publique à Nagasaki, qui était la cité chrétienne par excellence à l'époque. Et donc cette mission-là, d'ailleurs, les jésuites de l'époque en sont chrétiens, et dans une situation extrêmement fragile. Elle est, depuis cet incident, puisqu'ils savent, les jésuites, ce qui peut leur arriver, s'ils désobéissent donc au Seigneur du moment.
On a un petit peu parlé des relations de pouvoir et des relations entre seigneurs et vassaux. Il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est, il y a l'aspect hiérarchique, militaire, les ordres qui sont donnés, mais il y a aussi tout l'aspect qui fait aussi référence au fait qu'il y a un État moderne en train de naître, la médiation de l'écrit. Le fait que on voit des personnages calligraphiés, des édits, signés, se passer des messages, d'ailleurs des messages secrets parfois, qui font qu'ils passent de kimono à kimono et puis qu'on prend quelque chose de dissimulé là-dedans. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette place de l'écrit donnée dans la série, qui témoigne qu'on n'est plus uniquement dans un univers, si je fais l'analogie encore une fois avec l'Europe, féodal, qui passe par le serment et par l'oralité, mais où l'écrit, dans la manière d'administrer, tient une place aussi croissante. Au Moyen-Âge, les serments écrits sont très importants, et pas seulement pour la population guerrière. Donc il n'y a pas de distinction entre le serment que l'on fait et l'assignation de l'écrit. Il est clair que le Japon est une des civilisations de l'écrit, et donc c'est très très important. On écrit les poèmes, comme on le voit, on écrit des serments, on écrit des lois. J'ai été effectivement frappée par la présence et je suis contente que vous l'ayez remarqué, de cet élément culturel-là. Parce que je trouve, comme je le disais au début, que la série est quand même assez vraisemblable. On s'y retrouve complètement. Et c'est vrai que vous avez aussi, quand Toranaga envoie ses messages secrets via des pigeons, et donc vous avez cette écriture sous toutes ses formes. Vous avez également, alors je parlais tout à l'heure de la non-présence de la religion japonaise, mais on la voit par allusion, quand par exemple Yabushige, à 2 reprises, on voit sur son vêtement du dos Hachiman, les 2 idéogrammes de Hachiman, qui renvoient au dieu de la guerre au Japon, et notamment très prisé par les Minamoto, qu'il est censé servir, c'est-à-dire par Toranaga qu'il est censé servir. Enfin, pas par Toranaga lui-même, mais disons par la famille qu'il est censé représenter. Et donc, oui, alors j'ai regardé un peu de plus près cette écriture. C'est une belle écriture, hein, parce que bon, l'écriture à laquelle les historiens sont confrontés, c'est plutôt du gribouillis, ce qui nous fait, nous autres modernistes, réapprendre tout notre japonais écrit pour avoir accès à la cursive japonaise. Là, vous avez la cursive, mais tous les caractères sont très très bien écrits. Vous avez les sceaux, qui sont un élément extrêmement important, et vous avez également pour au moins une scène, les fameux KO, c'est-à-dire ces signatures donc personnelles qu'on appose à tous les documents officiels. Voilà, donc vous avez tout effectivement, et vous avez bien raison de souligner ce passage-là, qui est un des faits qui rend la série vraisemblable. Dans les éléments qui rendent la série vraisemblable, il y a aussi les décors. J'ai trouvé qu'il y avait une manière de filmer la différence culturelle très frappante, très graphique, très visuelle, qui est ce moment où Blackthorn se réveille donc dans une maison japonaise, et puis il veut s'appuyer sur un mur, et en fait sa main passe à travers la cloison en papier. Donc c'est à la fois un lieu commun, mais ça renvoie aussi à une réalité qui est une architecture qui ne correspond pas du tout à ce qu'un Européen pouvait connaître. Qu'est-ce que vous avez pensé des décors de la série ? Alors, pour les décors, je vais plutôt parler des décors où l'on voit les samouraïs de rang important, donc assis, entourés de leurs vassaux, enfin plus ou moins loin, invitant des gens, etc. Et donc il y a les tatamis, tout est un peu vide. Et puis vous avez sur les murs ou sur les portes de magnifiques décorations qui sont totalement représentatives de l'esthétique de cette fin de 16e, début du XVIIe siècle, où on en mettait plein la vue. Voilà, avec aujourd'hui, si vous visitez par exemple à Kyoto, le château de Nijiō-jō, qui a été construit par Tokugawa Ieyasu, Toranaga, vous retrouvez donc, alors je ne sais pas si c'est des faisans, des tigres sur fond d'or, avec bien sûr le pain toujours, enfin le motif du pain qu'on retrouve aussi sur les scènes de No, et notamment dans la scène de No que l'on voit le théâtre No, le théâtre traditionnel No, on voit le pain aussi. Oui, c'est tout à fait... pour les décors, c'est-à-dire pour tout ce qui est architecture, globalement, ça me semble totalement vraisemblable. Life and death are the same. Both can have value and purpose. Only one is permanent.
On continue cet entretien sans Alexandre Jublin qui a dû s'absenter pour un rendez-vous, mais on continue avec quelques éléments dont on peut encore parler. Il y a un très gros enjeu dans la série qui prend une place plus forte que sans doute dans le roman et dans la série de 1980. C'était déjà des personnages importants, mais pas avec cette force-là, les personnages féminins, les personnages de Fuji, les personnages de Mariko, qui chacun tiennent une place très très importante. Alors peut-être on peut en parler séparément. Peut-être d'abord le personnage, pas le plus important, mais le personnage quand même très significatif de la femme consort pendant un moment de Blackthorn, qui est cette veuve, Fuji, qui est assignée à un rôle social dont elle ne peut pas vraiment sortir, qui subit les événements, qui garde quand même parfois des marges de manœuvre. On sent que dans la maison, finalement, c'est elle qui ordonne la maison. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage féminin dont le début, dans le premier épisode, est très marquant, parce que c'est une femme à qui on ordonne de faire mourir son nouveau-né et dont le mari va mourir. Ouais, d'ailleurs, la scène est un peu difficile à supporter, de voir ce bébé quasiment nu, sachant qu'il allait être assassiné, donc c'est un peu dur. C'est plausible de couper une lignée comme ça ? Bien sûr. Oui, je pense. Alors, physiquement, comment on s'y prenait à l'époque, j'en sais rien, mais... Et d'ailleurs, c'est pas dit dans le film, parce que c'est quand même le rare, c'est le seul seppuku qu'on ne voit pas, puisque les portes se referment, parce que là, c'est quand même... Comment dire, enfin, ça s'adresse à des spectateurs, c'est sur Disney+, des enfants peuvent regarder ça, donc on a épargné aux spectateurs ce genre de scène. J'aurais moins de choses, alors, si vous me permettez, j'aurais moins de choses à dire sur Fuji, bien... Sur Fuji, c'est ça, dont la scène la plus importante, évidemment, c'est quand elle prend l'arme, qu'elle la retourne contre un de ses seigneurs, par loyauté pour son propre seigneur. Donc ça, c'est la scène la plus sexy, si je puis dire, du personnage, qui est intéressant. Le fait qu'elle devienne nonne est assez, comment dire, réaliste aussi, à la fin. J'aurais plus de choses à dire sur les prostituées. Oui, la maison de thé, les prostituées. La fameuse maison de thé où on faisait bien autre chose que de boire du thé. Voilà, en fait, la seule chose que je n'ai pas comprise dans ce téléfilm, oui, dans cette série, enfin, je ne sais pas pourquoi, il est question 2 fois du vœu de la tenancière de cette maison de thé de construire un quartier de plaisir, c'est-à-dire un quartier de prostitution, qu'effectivement, Toranaga, c'est-à-dire Tokugawa Ieyasu, construira. Enfin non, pas lui, c'est juste c'est en 1617, donc c'est son fils, Hidetada, qu'il construira à Edo et qui deviendra le modèle type des quartiers de prostitution. Il y en avait des centaines d'autres, mais il n'y en avait qu'un seul officiel à Edo, c'était celui-ci. Et 2 fois dans la série, il est question de son vœu de construire ce quartier de prostitution qui était, comme à mon avis tous les quartiers de prostitution, assez glauques. J'ai pas compris ça. Donc, mais ce qui est important, c'est que quand on parle de ces femmes des années 1600, donc vous en avez de tout type, vous avez des marchandes, vous avez des aristocrates de la cour impériale, vous avez des guerrières, ou en tout cas assimilées, comme Mariko, qui vivent dans un monde de guerriers, qui ont reçu une éducation militaire, qui pratiquent l'art militaire. Qui peuvent tenir des lances, la naginata, la longue lance. Exactement, qui était en fait une arme à la fois pour les femmes, mais aussi pour les moines soldats. Les fameux moines soldats qu'on voit apparaître dans l'histoire du Japon, quand se constituent les propriétés des grands temples. Donc ces moines soldats utilisaient cette arme également. Donc vous avez toutes sortes de femmes dans les années 1600, mais je dirais que en tant qu'historienne, une des choses les plus réalistes du téléfilm, et c'est là où je m'y retrouve, comme je disais au début, c'est ce monde de la prostitution qui est assez bien représenté. C'est-à-dire déjà il est représenté, et finalement assez bien. Et ça correspond à des thématiques. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va faire fuir ça va faire fuir nos éditeurs, mais ça correspond totalement dans des thématiques du renouvellement historiographique qui s'est fait au Japon dans les années 1580, où on a commencé à s'intéresser donc à tous ces gens-là, ces autres-là, c'est-à-dire les prostituées, les femmes, les discriminés également. Donc c'est ça qui me paraît vraisemblable. C'est l'importance que l'on donne à ces prostituées dans ce film me paraît non seulement réelle d'un point de vue historique, mais en plus reflétant totalement, je dirais, des intérêts historiographiques. Voilà. Et à propos de la discrimination, si je puis me permettre de faire une petite parenthèse, parce que vous ne pouvez pas la faire vous-même si vous ne connaissez pas bien le Japon. Il y a une scène, alors ceux qui connaissent le Japon seront peut-être un peu effrayés de me voir en parler, mais qui me paraît tout à fait étonnante. C'est celle où donc Blackthorn arrive dans ce village et il y a un jardinier dans ce village. Et le jardinier qui finira, on ne dit pas donc mal, dans cette histoire-là.
Et à l'époque médiévale, de manière très claire, les jardiniers faisaient partie des populations discriminées. Donc il y a toute une histoire du Japon sur la discrimination, ce qu'on appelle sabetsu en japonais, ce qui veut dire discrimination, qui a attiré l'attention des historiens dans les années 80, 70, 80, 90, etc., qui fait que tout bon historien du Japon ancien ne peut pas, à un moment ou à un autre, ne pas passer par cette histoire de la discrimination. Et je me demande s'il n'y est pas fait allusion dans le passage où Blackthorn arrive dans ce village qu'on lui montre, à Izu, et est sur le point de pénétrer dans sa maison. Il rencontre ce jardinier qui entretient donc le jardin de la maison et l'appelle par son nom en ajoutant San ou Sama, qui est une marque honorifique. Et Maliko lui dit « Non, pas pour le jardinier ». Je me demande ce que ça veut dire. Pourquoi ils étaient discriminés, les jardiniers ? Pourquoi ? La question plus générale, c'est pourquoi existe-t-il cette discrimination à l'égard des gens donc, qui retournent la terre, qui, donc, on va dire, empêche l'ordre naturel de se faire, jardinier, cette discrimination à l'égard des gens qui manipulent les peaux, à l'égard des gens qui s'occupent des cadavres, etc., alors que les samouraïs passent leur temps à verser le sang. C'est une très très vaste question, je crois que c'est pas vraiment le cadre d'y répondre, mais je voulais juste dire que dans toutes ces allusions, il me semble que là, il y a une allusion qui, encore une fois, rend la série intéressante pour un historien. Je crois que, et là, c'est à confirmer ou pas par quelqu'un d'autre. Il faut vraiment connaître le Japon pour voir des choses comme ça. Et là, je pense qu'il y a une petite allusion. Quand elle lui dit non, parce qu'elle aurait pu dire ça de n'importe qui d'autre, d'un samouraï. Ah oui, mais j'ai tellement de choses à dire là-dessus que j'ai oublié de vous dire que l'uniformité apparente du monde des samouraïs, puisque vous me posez plusieurs fois la question sur le monde des samouraïs, me paraît on va dire caricatural. Quand par exemple on voit des dizaines et des dizaines de samouraïs habillés de la même façon, armés de la même façon, alors que ce monde-là était totalement hétéroclite. Il y avait ceux, je dis pas qui ramassaient les crottes de cheval, mais presque. Enfin, on dit pas crottes d'ailleurs pour les chevaux, mais peu importe. Il y avait ceux-là, il y avait ceux qui habillaient, il y avait ceux qui, il y avait toutes les prostituées qui étaient sur les champs de bataille. Il y avait donc tous ceux qui étaient à pied, comme vous l'avez dit, tous ceux qui étaient à cheval, tous ceux qui possédaient telle ou telle arme. En fait, là, la série caricature vraiment le monde des guerriers, en les présentant tous de la même manière. Alors, j'ai voulu savoir de quand datait exactement ce fameux port des deux sabres, le long et le court, qui est typique de l'époque d'Edo. Ça date justement de ces années, on va dire de cette extrême fin de XVIe siècle. Donc ça, c'est réaliste. Mais que tous les samouraïs que l'on voit dans la série portent ces deux sabres, ça, c'est une caricature. Un sabre, ça coûte cher. Pour revenir un petit peu aux personnages féminins, je me suis demandé dans quelle mesure on voit que ces personnages féminins sont largement déterminés par leur ascendance, par leur mariage. Et du coup, est-ce que, à l'instar de Fuji, à l'instar de Mariko, on n'échappe pas au stigmate familial ? Si on a un père qui a trahi, un père qui a été déconsidéré, voilà, dans quelle mesure on est marqué par ça ? Dans quelle mesure le poids de la généalogie pèse sur les individus, et en particulier sur les femmes ? Parce que c'est très souligné dans la série. C'est très souligné parce que, comme je disais tout à l'heure, dans le cas de Maliko, c'est comme une tragédie. Du coup, dans une tragédie, je suis allée chercher la définition du Larousse. D'ailleurs, vous ne sortez pas de votre destin. Et donc, la Maliko des années 80 est beaucoup plus légère. Elle ne porte pas ce fardeau sur les épaules. Alors, la question des alliances matrimoniales, là-dessus aussi, on s'y retrouve complètement, bien sûr. C'est ce qui fait donc... c'est ce qui fait qu'on joue avec les individus, on s'allie, on se mésallie, ça c'est très important et c'est extrêmement réaliste. Et bien sûr, ce sont les femmes qui... enfin, bien sûr, un homme qui n'a pas envie de se marier avec une femme, est-il plus malheureux ou plus heureux qu'une femme qui n'a pas envie de se marier avec un homme ? J'en sais rien. Enfin, c'est-à-dire que... C'est pas parce qu'une femme est obligée de se marier, mais l'homme aussi est obligé de se marier, donc je ne sais pas... Et le stigmate familial, le fait qu'on descende quelqu'un qui... La trahison, c'est-à-dire que... Alors, on ne l'a pas encore dit, Maliko est donc la fille d'un Akechi, dont le nom n'a pas changé. C'est-à-dire de celui qui, en 1582, a fait assassiner le premier des trois hégémons, Oda Nobunaga. Mais la trahison est courante. Donc le poids qu'on fait porter à cette Maliko dans la série de 2024 est à mon avis un peu artificiel. Cela dit, il est clair qu'à cette époque, on se définit dans le cadre d'une famille. Il n'y a pas
d'individualité telle qu'on peut la connaître en Occident, par exemple, de nos jours. On se définit dans un cadre familial. On accorde extrêmement d'importance à sa descendance. Et d'ailleurs, Toranaga dit lui-même qu'il a perdu un fils, mais qu'il en a d'autres. Et de fait, il en a eu au moins 11 officiels qui sont devenus des personnages importants ensuite dans l'histoire du Japon. Donc, bien sûr que la famille vous définit. La famille définit quelqu'un. Sur cette histoire de trahison, je pense qu'il y a un peu d'exagération, que c'était un peu pour servir. Mais j'en sais rien, j'ai pas connu Maliko, mais que c'était un peu pour servir quand même le scénario. Une des scènes les plus fortes de la série se situe dans le 9e épisode, lorsque Mariko se trouve à Osaka, otage d'Ishido, qui contrôle à l'époque le Conseil des Régents, donc le grand rival de Toranaga, et qu'elle le défie verbalement, et qu'on comprend, même si les mots sont très feutrés, qu'on comprend qu'il y a vraiment un enjeu de vie ou de mort qui se joue là-dedans, parce qu'elle ne veut pas être retenue contre son gré, et ça renvoie en fait aussi à des épisodes réels. Oui, tout à fait. On n'a pas encore assez dit que le personnage de Maliko était inspiré de Hosokawa Garashia, qui était une japonaise, donc femme de samouraï, on va dire lambda, qui... a eu le malheur d'être la fille de Ishida, qui a fait assassiner, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oda Nobunaga, et qui était véritablement chrétienne, qui n'avait pas un seul fils, comme la série l'indique, mais qui en avait 4, qui avait 4 enfants, 2 filles et 2 fils, qui les a fait baptiser d'ailleurs, qui était très proche des missionnaires jésuites, et qui de fait est morte en cette année 1600, réellement, parce que en prévision d'une grande bataille, en l'occurrence celle de Sekigahara, les ennemis de Toranaga avaient obligé Maliko, alias Garashia, à entrer au château d'Osaka pour être prise en tant qu'otage. Et elle a refusé. Elle a réellement refusé. Et alors, je suis allée faire un tour du côté du dictionnaire, du grand dictionnaire de l'histoire du christianisme japonais, qui est fait évidemment édité par des chrétiens japonais. Eux ne parlent pas de suicide, mais disent qu'on l'a aidé à mourir, comme il était assez fréquent de le faire à l'époque. Mais des légendes disent qu'elle s'est réellement suicidée. Voilà. Peut-être pour terminer, parce que la série aussi se termine par là, et c'est vraiment une des scènes les plus émouvantes, vous avez parlé de tragédie, c'est là où on en ressent la puissance, terminer sur les rites funéraires. On voit dans le 10e épisode ce moment très émouvant où Fuji et Blackthorn ensemble versent les cendres de ceux qu'ils ont aimés dans la mer. Et puis un peu plus tôt dans la série, on a le fils de Toranaga qui est décédé, et Toranaga qui n'assiste pas à ces rites funéraires, et en même temps c'est un peu pour manipuler l'opinion, pour manipuler les gens, pour faire croire qu'il est plus faible qu'il n'est. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont la série met en scène la mort? On parle beaucoup de mort, hein. C'est vraiment quelque chose qui revient, et les conceptions d'ailleurs occidentales, japonaises de la mort, en quoi sont-elles différentes, etc. C'est une série qui est marquée par ce thème. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, alors juste pour revenir sur la mort, c'est une série un peu gore quand même. Bon, moi je l'ai trouvée un peu gore, j'ai souvent fermé les yeux. Alors, en tant qu'historienne, je dirais que je me suis posé la question de savoir si ces funérailles qui recouraient à la crémation étaient bien réalistes, sachant que dans toute l'histoire du Japon, sauf exception, par exemple à l'empereur ou certaines personnes, c'est plutôt l'inhumation qui est courante. Et bizarrement, une des seules allusions qui est faite à l'histoire des religions du Japon de l'époque, elle est faite donc... Et renvoie à l'histoire de la véritable école de la terre pure, la Jodo Shinshu, qui a été une des rares écoles du bouddhisme japonais à avoir recours à la crémation. Or, cette école-là est honnie dans le film. Elle passe pour avoir envoyé donc une meurtrière, etc. Bon, pour résumer, je doute que les guerriers aient eu recours à la crémation, sauf certaines écoles, bien sûr. L'inhumation était la voie la plus générale. Par ailleurs, à l'époque, justement, alors bon, là, ce sont des grands personnages, donc on leur réservait des funérailles dignes de ce nom. Il faut savoir quand même que le commun des mortels n'était pas forcément enterré et, chéri après sa mort. Et voilà, ce que je dirais, c'est pas très... Donc là, vous couperez parce que je suis un peu fatiguée moi aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de... Je doute sur la crémation. Je doute sur la crémation. Mais sur l'importance de concevoir sa propre mort et d'accepter sa propre mort. On pense à Yabushige, par exemple, qui finalement veut savoir la vérité avant de mourir et puis veut se préparer à la mort d'une manière digne et correcte. Finalement, le seppuku revient beaucoup, mais au-delà de l'image, effectivement, qui peut être gore de quelqu'un qui s'éventre, c'est aussi l'idée de personnages
capable d'affronter la mort ? Alors là-dessus, je vous dirais qu'il y a un mot qui est évité et qui rend la série sympathique pour moi en tant qu'historienne, c'est le fameux terme de Bushido. Puisque quand le terme de Bushido est utilisé donc, au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, notamment dans le Hagakure, à l'ombre des feuilles, il est clairement, la voix du guerrier, Bushido, est clairement associée à la mort. Or là, le mot n'est pas prononcé, il n'y a absolument aucun discours sur la mort, même si elle était omniprésente, effectivement, dans la série. Il y a juste Yabushige qui est fasciné par les derniers moments des gens et il a un intérêt assez morbide pour la façon dont les gens meurent. Mais... Et surtout, il est toujours en train d'écrire son testament, qu'il déchire, et qu'il réécrit, et qu'il déchire, etc. On est dans une période de guerre. Tout à l'heure, on a dit que la guerre était peu présente. À mon avis, elle est très présente dans ce film-là. On a une période de guerre, comme vous qui connaissez les guerres du XXe siècle, connaissez bien. On a une période de guerre comme nous, là, en 2024, au mois de mai 2024. On se demande si la guerre ne va pas arriver. Faire la guerre, c'est pas forcément être sur les champs de bataille, s'entretuer, etc. C'est aussi tout un climat. Donc c'est un climat de mort. Et là-dessus, la série est parfaitement réaliste. Je ne sais pas s'il faut y voir quelque chose relevant typiquement de la philosophie du samouraï et du Japon. Mais en tout cas, cette présence de la mort dont vous parlez, cette réflexion, cette obsession qu'ont les personnages de la mort, bon, je pense qu'elle est universelle déjà, mais c'est vrai que la politique culturelle des Japonais, depuis qu'on a réouvert leurs portes de manière forcée dans les années 1850, fait que ils ont vendu cette image-là du Japon, des samouraïs, de la mort et je pense par exemple en 1899, le fameux livre sur Bushido, l'âme du Japon, qui a été écrit directement en anglais par Nitobe Inazo, et qui nous dit que la voix du samouraï, c'est la voix de la mort. Bien sûr, c'est un militaire, mais je ne suis pas certaine sur le fond que, par exemple, je sais pas moi, nos soldats français envoyés ici et là dans le monde, qui dans des opérations, qui risquent leur vie, n'est pas une philosophie semblable, n'est pas une philosophie semblable à ces samouraïs du XVIIe siècle. Merci beaucoup Nathalie Comé. Je rappelle le titre du livre pour lequel on peut... Je rappelle le titre du livre dans lequel on pourra prolonger beaucoup de réflexions, en particulier sur ce moment de basculement de la période médiévale à la période moderne, de l'affirmation de l'État Tokugawa, naissance-affirmation du Japon moderne, 1392-1709 au PUF. Pour compléter... Et je voudrais ajouter quand même qu'il existe en français un excellent roman pour tous ceux qui veulent voir ce Japon des années 1600 et donc qui veulent connaître de manière un peu réaliste et fictionnelle à la fois ce personnage, le très grand roman de Shiba Ryo Taro, qui est un des plus grands romanciers du Japon du XXe siècle et qui a écrit donc en japonais, ça a été traduit en français, une magnifique biographie de Tokugawa Ieyasu où on retrouve donc toutes sortes de choses qui sont dites dans le téléfilm. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et surtout, je conseille cette lecture-là parce que c'est à la fois de la fiction et c'est fondé sur des textes d'époque. Ce monsieur-là était un grand écrivain et en même temps un grand historien. Shiba Ryo Taro. On mettra la référence sur le site de Parole Histoire. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.